Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire du groupe PSDR Lien Urbain Rural. Nous organisons avec Mathieu Bonnefond, donc je suis Romain Melot. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Lise Bourdelepage, qui est professeure à l'université Lyon 3, qui travaille justement ces questions de lien urbain-rural sous l'angle notamment de ses recherches sur les questions de bien-être, d'attractivité, mais aussi d'inégalité et de ségrégation. Lise, c'est un sujet donc, notamment que tu as traité dans le projet BRISE, que tu as coordonné dans le cadre de PSDR 4, qui est un projet ancré dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on t'a sollicité, et merci d'avoir répondu à notre sollicitation, hein, pour traiter cette question des liens entre espaces ruraux et urbains au travers de l'analyse que tu portes hein, sur les questions de bien-être et d'inégalité. Eh bien, c'est notamment aussi pour faire écho à une des thématiques hein, de notre groupe PSDR, sur les questions d'attractivité et de bien-être, hein, qui sont des questions tout à fait essentielles. Donc, on te propose de nous présenter hein, cet aspect des travaux de BRISE durant une vingtaine de minutes. Donc, tu auras sans doute l'occasion de réintroduire également ces questions dans le contexte plus large du projet. Et puis, à la suite de quoi, eh bien, on aura un temps équivalent de questions pour échanger avec toi. Donc, on te donne la parole dès à présent. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, donc c'est vrai que le partir du bien-être, c'était un peu l'idée dans BRISE, dans le projet de BRISE, de voir en quoi l'analyse du bien-être peut être mobilisée pour appréhender les inégalités et puis porter finalement un nouveau regard sur l'attractivité des territoires rhône-alpins et notamment des territoires ruraux. Donc voilà, il y a plusieurs volets, je reviendrai dessus en conclusion en fait. On peut avancer la diapo suivante. Voilà, encore, voilà. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que quand on analyse les inégalités socio-spatiales, généralement, on le fait à l'aune des revenus, des catégories socio-professionnelles de genre et d'origine. On a travaux de Atkinson, Bourguignon et Martinez, pour citer des économistes, Auberti et Pretzel pour les sociologues, Petit et Hall en 2020, c'est des économistes, Piketty, tout le monde connaît, et Pretzel 2011. Donc, généralement, on analyse les inégalités socio-spatiales à travers ces 4 éléments. Il y a très peu d'analyses qui vont observer les inégalités socio-spatiales en utilisant le bien-être. Alors, on le fait quand même. Hein. On voit, il y a quelques études, notamment sur le bien-être subjectif. Donc, c'est-à-dire que c'est les gens qui déclarent quel est leur niveau de satisfaction de vie. Donc là, c'est des travaux de Brézy et Dias, Ramirez, par exemple, en 2016. On observe aussi qu'il y a des travaux sur le bien-être entre les enfants des pays développés. Donc là, c'est tous les travaux sur l'UNICEF qui sont particulièrement intéressants, je trouve. Et puis, on a également les fameux travaux sur le bien-être de l'OCDE qui portent sur du déclaratif et qui intègrent des éléments plus objectifs, on va dire. Du coup, ça signifie que si on regarde ces inégalités en prenant en compte revenus, catégories, genre et origine et le bien-être déclaré des individus, on passe finalement un peu à côté de quelque chose. On peut dire que quand on observe quand on essaye d'étalonner le bien-être objectif, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les analyses sur les inégalités. Et notamment parce que dans le bien-être objectif, on va considérer qu'il y a des conditions qui sont indispensables pour être bien sur un territoire, pour bien vivre. Hein, et puis s'épanouir comme il faut. Donc évidemment, on voit la pertinence de pouvoir observer des différences entre les territoires de manière à mener des politiques publiques qui vont permettre l'amélioration des territoires les plus, j'allais dire, vulnérables au regard des facteurs de bien-être. De l'autre côté,
Ça permet aussi de comprendre un peu mieux ce qui se joue dans l'attractivité des territoires. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu étonnant qu'on ne travaille pas plus que ça sur le bien-être objectif avec une entrée inégalité. Et pour les géographes, vraiment, ça permet de mettre aussi en contexte le territoire et les analyses qui sont menées. Donc oui, on peut aller. Donc nous, ce qu'on a proposé, on peut aller, c'est évidemment dans le cadre du projet BRISE, une mesure du bien-être qui soit objective, qu'on a appelé l'indice Hopschowek, et on a appliqué à chacune de l'ensemble des communes rhône-alpines cet indice, on l'a calculé. Donc, l'origine de l'indice Hopschowek, il faut quand même rendre à César ce qui lui est dû. Hopschowek, c'est le perfectionnement d'un indice de bien-être objectif qui s'appelait CAS, pour capabiliste et spatialisé, qui avait été élaboré par Bourdeau-Lepage-Tovar, notamment dès le début des années 2010. Alors, cet indice, il a un double intérêt. D'abord, il prend plusieurs dimensions du bien-être. Il ne va pas simplement s'intéresser, par exemple, aux revenus. Donc, il va prendre en compte 3 dimensions du bien-être. Je reviendrai dessus. Et cet indice aussi est particulièrement intéressant quand on se pose la question spatiale, puisqu'il considère que l'espace n'est pas neutre et que l'espace agit sur les individus. Alors, rappelons évidemment que cet indice-K sur lequel on va s'appuyer et qu'on a un peu prolongé, c'est une opérationnalisation de l'approche du bien-être d'Amartya Sen pour ses travaux de 1985. Alors, il prend en compte 4, normalement, dans la conception du bien-être de Sen, il y a 4 dimensions. Il y a une des dimensions, vous allez comprendre tout de suite, qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc, on va prendre 3 des 4 éléments clés du bien-être. Le bien-être comme liberté, qui sont nommés les opportunités, je reviendrai dessus. La liberté de choix, qui permet qui est un élément important pour le bien-être des individus. Le vécu des individus, c'est les réalisations effectives, et c'est souvent en fait ça qu'on étalonne simplement quand on regarde les inégalités socio-spatiales. Puis après, pour Sen, il y a une 4e dimension qui est celle de la valeur et des moralités, qui est une composante de la liberté d'agence. Là, on ne peut pas prendre en compte ça sur un territoire, donc du coup, on prend en compte que les 3 premières dimensions. On peut aller à la diapo suivante. Donc, l'indice Hopschowek, donc il va se composer, vous l'avez compris, de 3 dimensions. Les opportunités qui sont offertes aux individus sur un territoire, la liberté de choix que détiennent les individus, et puis le vécu des individus. Chacune de ces 3 dimensions va être traduite par plusieurs indicateurs et des variables statistiques. Et on va évidemment, comme il y a plusieurs indicateurs qui vont être pris en compte, on est obligé d'accepter un système de pondération. Je propose d'aller directement à la diapo suivante. Donc, 3 dimensions. Donc là, ça va être très difficile pour vous de lire et pour moi aussi. Donc, c'est qu'on voit que, par exemple, on a les opportunités, donc la dimension opportunité offerte aux individus. Donc, ça va être le premier indicateur qu'on va prendre en compte, c'est le niveau d'éducation moyen de la population corrigé par la structure par âge. Deuxième élément, on peut prendre en compte la diversité sociale des personnes qui travaillent et qui habitent dans la commune. On considère en fait que ça agit sur le bien-être des individus, que c'est une condition qu'il vaut mieux être dans un environnement diversifié pour pouvoir avoir plus d'opportunités. Ça nous offre plus d'opportunités. Pour faire très vite, sans parler de la question de l'éducation. Ensuite, on va regarder évidemment si les personnes en opportunité ont la possibilité de la mobilité, pour dire simple. Donc, est-ce qu'il existe sur le territoire des stations, par exemple, de train, donc un réseau ferroviaire important. Et puis également, si les gens aussi possèdent une voiture. Deuxième élément, c'est évidemment un élément relativement important, c'est la couverture des réseaux, parce qu'en termes d'opportunités, si on a accès à Internet, à tout ce qui est offert sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par exemple pour son éducation, avoir accès à des cours en ligne, à ce moment-là, nos opportunités vont être plus importantes. Voilà pour le côté, pour la dimension opportunités qui sont offertes aux individus. Ça veut dire que les gens, pour être bien, ils auraient besoin de ces 4 éléments dans un premier temps, dans la première dimension du bien-être. Deuxième dimension, c'est celle de la liberté de choix, c'est-à-dire est-ce que je peux choisir et notamment est-ce que je peux agir sur
en termes de politique publique, est-ce que je peux choisir mes élus? Donc, on va avoir évidemment, est-ce que j'ai le droit de vote, hein, voilà, donc ça c'est un indicateur qu'on peut avoir sur un territoire. Et puis, l'autre élément, c'est est-ce que je suis discriminée? Si je suis discriminée, je suis restreinte dans ma liberté de choix et donc mon niveau de bien-être devrait être moins important. Et la troisième dimension, sans grande surprise, c'est la dimension que la plupart du temps on observe quand on travaille sur les inégalités socio-spatiales, c'est le vécu, les réalisations des individus. Donc là, vous voyez, on a le revenu, donc revenu fiscal moyen par habitant. On a aussi le nombre moyen de personnes par pièce, en fait, dans un logement. Donc là, c'est finalement d'avoir un logement, plutôt un logement confortable, on va dire. Et puis après, est-ce que je suis bien insérée dans le marché du travail? Et puis, est-ce que j'ai accès à des établissements de la vie courante, donc au service et aux biens de la vie qui me sont indispensables pour ma vie courante. Donc, tous ces indicateurs, on va les collecter. On peut aller à la diapo suivante, les collecter sur l'ensemble des communes rhône-alpines. Voilà, donc du coup, pour chacune des composantes. Évidemment, vous avez compris que dans ces dimensions, on a des choux, des pommes de terre et des carottes et que donc il faut rendre ces indicateurs, on va dire, commensurables, donc on puisse les additionner. Donc on les rend commensurables. Je vous passe finalement, vous avez la formule sur la diapo, mais on va pas la détailler. Et puis, finalement, on va pouvoir mesurer le niveau atteint pour chaque commune, en fait, pour chacune des dimensions du bien-être. Donc là, on a mis D pour dimension, I comme d'habitude pour la commune, l'unité spatiale, et puis K, c'est la dimension, ça peut être la dimension OP, la dimension chaud ou la dimension VEC. On peut aller à la diapo d'après. Une fois qu'on a mesuré l'ensemble de ces niveaux de bien-être par dimension à l'échelle de chacune des communes, on agrège les niveaux on agrège finalement ces différentes dimensions, et puis ça va nous donner un niveau de bien-être global pour chacune des communes. On peut avancer. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on a construit notre indice de bien-être OPSIOVEC à l'échelle de chacune des communes rhône-alpines et que également on sait quel est le niveau pour la dimension OP, pour la dimension chaud, pour la dimension VEC, finalement, on va pouvoir un peu voir comment ce que ça donne au niveau spatial et est-ce qu'on peut mettre en exergue des inégalités socio-spatiales en Rhône-Alpes? Peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, prochaine. Donc, on va se poser la question de la polarisation du bien-être. Est-ce qu'il existe des zones où le bien-être est polarisé et des zones où on aurait un niveau de bien-être plus faible? Alors, ce qu'on peut noter d'abord, dans un premier temps, si on regarde simplement les stats descriptives de l'indice OPSIOVEC, c'est qu'on a de faibles inégalités dans la distribution de bien-être en Rhône-Alpes. La preuve en est, vous voyez, on a un premier quantile à 0,47, une médiane à 0,54, une moyenne à 0,57. Donc, en fait, tout ça, c'est très proche. Donc, du coup, vu de loin, avec les stats descriptifs, on pourrait dire que il y a de traits que les inégalités de bien-être en Rhône-Alpes sont relativement faibles. Avançons pour la slide d'après. Qu'est-ce que nous apprend finalement la projection de ces niveaux de bien-être au niveau des communes sur une carte? Là, on s'aperçoit qu'il existe quand même des inégalités spatiales. On a si vous voyez, là, c'est la carte de la distribution des niveaux de bien-être au sein de la région rhône-alpine. J'ai oublié de vous le dire, toutes les données qui ont été récoltées, on l'a fait sur l'année 2012. On pourrait le faire maintenant sur 2019. Mais il y a toujours un décalage parce que vous avez compris, c'est quand même des données qui sont assez complexes à mettre en place. Et du coup, souvent, on manque de recul. On a un recul temporaire relativement important. C'est vrai qu'on préférait travailler sur 2017, mais bon. Alors, et puis, il faut savoir aussi que c'était le début du projet BRISE et que le projet BRISE, il a commencé en 2015. Donc, voilà, ceci explique cela. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on observe au niveau spatial? On observe, vous voyez en rouge, des espaces de faible bien-être. Donc, on est plutôt sur les communes populaires des centres urbains, donc notamment l'Est lyonnais, le Mont du Lyonnais, mais aussi les communes rurales de moyenne montagne, notamment dans l'Est de la Drôme et en Ardèche.
Les espaces de bien-être sont le long des axes de communication et notamment l'autoroute. Et puis, on voit aussi certaines communes qui se trouvent en périphérie des pôles urbains. Alors évidemment, ce que ressort aussi de manière notable, c'est les espaces touristiques des stations de ski des Alpes du Nord. Voilà ce qu'on peut voir juste en projetant le niveau de bien-être de chacune des communes sur une carte de la région, de l'ancienne région Rhône-Alpes. On peut avancer. Alors après, qu'est-ce qu'on se dit? On se pose la question de savoir est-ce que finalement on aurait est-ce que les populations des communes géographiquement proches ont tendance à avoir des niveaux de bien-être qui vont être comparables? Ou alors, est-ce que les populations des communes géographiquement éloignées auraient, elles, tendance à avoir des niveaux de bien-être qui seraient différents? Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le coefficient de Morand de l'indice Opchovec et on s'aperçoit qu'il est positif et significatif à 0,27. Bon, je vous passe les détails, c'est au voisinage de 7 voisins. Hein. Et donc, ça signifie que l'éloignement socio-économique des communes favorisées et des communes défavorisées se double d'un éloignement géographique. Donc là, on voit qu'il y a un point relativement important, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones où on aura des communes géographiquement proches qui auront tendance à avoir des niveaux de bien-être comparables et des communes qui sont éloignées qui auront des niveaux de bien-être dissemblables. Donc, ça signifie qu'on a des espaces de bien-être qui sont distincts des espaces de mal-être. Hein. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est évidemment déterminer où se trouvaient ces espaces de bien-être et ces espaces de mal-être en Rhône-Alpes. Et après, évidemment, la question rural-urbain va se poser. Vous voyez où je veux en venir. Donc, on peut avancer sur la diapo d'après. Et donc, si on calcule le LISA d'Ancelin, pour la technique, je vous renverrai un papier au guide méthodo si vous voulez. Hein. On va réussir à faire ressortir statistiquement les tendances observées en déterminant localement la dépendance spatiale à l'aide du coefficient local de Morand. Et là, ce qu'on observe, vous voyez, donc en bleu, vous avez des pôles de bien-être, en marron, des pôles de mal-être. Des poches de mal-être, ça signifie quoi des poches de mal-être? Ça veut dire que ce sont des communes qui vont être avec un niveau de bien-être faible, qui vont être entourées de communes qui auront des niveaux de bien-être plus élevés. Et puis, on a des oasis de bien-être, hein, où là, c'est l'inverse. On a des lieux où il y a une agglomération de communes qui a un niveau de bien-être supérieur à celle qui va les entourer. Donc, les pôles de mal-être, ils sont de grande taille dans la Drôme et dans l'Ardèche. Ça revient un peu, rappelez-vous ce qu'on a dit sur les lieux où étaient les niveaux de bien-être les plus faibles. Hein, donc, on retrouve également dans les centres urbains. Les pôles de bien-être, ce sont les couronnes périurbaines. Par exemple, comme Lyon, la couronne périurbaine de Saint-Étienne, Valence, et les espaces moins urbanisés de Savoie, comme le lac d'Annecy, Chamonix, Thonon-les-Bains, etc. Les oasis de bien-être, ils se trouvent en périphérie des pôles de mal-être. Alors, donc, les oasis, vous les avez en vert, et puis les pôles de mal-être se trouvent en périphérie des pôles de bien-être. Donc, globalement, il y a des clusters de bien-être qui ressortent le long des axes de communication. Donc, c'est tout ce qui est en marron, en bleu, excusez-moi, rappelez-vous. Et puis, alors qu'on a des clusters de mal-être qui sont localisés dans les interstices. On peut avancer. On va aller évidemment plus loin que ça. Hein. Et du coup, quand on a vu ça, on se demande finalement, est-ce qu'il y a une distinction? On a commencé déjà à en parler, hein, parce qu'on a dit qu'il y avait des pôles de mal-être dans le comment ça s'appelle? Dans les zones urbaines. Hein. Et puis, on a vu qu'il y avait des éléments du périurbain qui étaient plutôt favorables. Donc là, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est que finalement, cette géographie des pôles de mal-être et des pôles de bien-être, est-ce qu'on peut détecter quelque part une différence entre les espaces ruraux et les espaces urbains? Est-ce que ça permet de les distinguer? Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que là, pour faire ça, on fait tout simplement on essaye
de classer les différentes communes. Et là, on propose donc de faire une typologie des espaces de bien-être en Rhône-Alpes, de manière à voir si les espaces ruraux et les espaces urbains se retrouvent dans la même classe ou ils se retrouvent dans des classes différentes. Et là, ça nous permettra d'étalonner un peu mieux cette différenciation spatiale. Donc, on fait une classification hiérarchique ascendante, on utilise WORDS avec la distance euclidienne, il y a un test de validité SD qui a été fait. Je vous passe encore ces détails, je pense que ce n'est pas l'objet finalement de cette présentation. Donc, vous voyez que finalement, on a quand même au niveau spatial 6 classes qui se sont dégagées. Et puis, il y a quand même une certaine géographie qui va être observée. On va avancer à la diapo suivante pour essayer de caractériser ces classes. Donc, ce que voit dans la classe 1, c'est que c'est près de 21% des communes rhône-alpines. La classe 1, donc en rouge, elle a un niveau de bien-être faible, de 5 sur 10. J'ai oublié de vous dire, mon étalonne jusqu'à 10 en fait. Elle est composée d'espaces périurbains. Et si on regarde les différentes dimensions, rappelez-vous, la dimension vécu, la dimension liberté de choix et la dimension opportunité, on s'aperçoit que dans cette classe 1, la population dispose d'opportunités faibles et que son existence vécue est relativement faible, mais par contre, elle a un bon contrôle sur son choix. La classe 3, ce sont encore principalement, elle est composée principalement d'espaces périurbains, situés le long des axes de communication, donc on en a parlé tout à l'heure. Ces populations jouissent d'un niveau de bien-être important. On les avait déjà commencé à les détecter avant d'avoir fait la classification, et elles disposent d'opportunités. Ce qui la caractérise, donc vous voyez sur la fin, les opportunités sont élevées. Vous voyez que le petit carré se trouve sur votre droite, et donc ça signifie qu'il est relativement important. La classe 5, c'est encore des espaces urbains périphériques qui sont riches, notamment en opportunités, mais aussi en vécu. Vous le voyez, le premier petit carré orange se trouve bien à droite. Donc, la population de ces communes jouit d'une existence très importante, et puis elle a un niveau de bien-être plus élevé du groupe. Donc là, on va dire que sur ces 3 classes, évidemment, vous avez vu, je les ai organisées parce que là, sont dominées par le périurbain, d'accord? Donc, on va évidemment évacuer le périurbain parce que ce qui nous intéresse, c'est rural-urbain. Donc, on peut avancer. Donc, qu'est-ce qu'il en est de nos 3 autres classes? Est-ce qu'il y a une classe urbaine et une classe rurale? C'est ça, en gros, la question qu'on se pose. Et ce qu'on s'aperçoit sur la classe 4, il y a ces 807 communes. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre ce détail, mais c'est parce qu'en fait, elle regroupe le plus de communes rhône-alpines. Elle est composée majoritairement de communes isolées du rural ou périurbaines, donc éloignées des axes de transport. Donc ça, c'est une classe évidemment qui va nous intéresser. Vous voyez, il n'y a pas de communes ou très peu de communes urbaines. Le niveau de bien-être est relativement moyen, il est à 4,3. Les populations de ces classes, elles ont de faibles opportunités. Vous voyez les opportunités, le petit carré du bas violet, il est sur la gauche, il est après le 0. Et puis, elles ont une existence vécue faible. Vous le voyez aussi, c'est le premier petit carré sur le petit schéma là où il y a écrit VEC, d'accord, il est encore à gauche. Donc une existence vécue faible, et on va en revenir peut-être parce que leur potentiel d'existence est réduit, on y reviendra. Elle se trouve finalement dans la position inverse de la classe 5 dont on a parlé tout à l'heure, et on va le voir. La classe 2, elle, c'est un tout petit effectif. C'est une classe où vous avez des communes, des espaces urbains denses. Donc là, il y a vraiment une différence entre la classe 4 et la classe 2. Les niveaux de bien-être de ces populations est très faible, il est à 2,4, le niveau est à 2,4. Donc les populations de ces classes ont une existence vécue très faible, donc leur vécu. Donc ça, c'est ce qu'on verrait, par exemple, si on s'intéresserait qu'aux revenus, mais nous, on a rajouté d'autres choses dedans. Elles ont une liberté de choix aussi très faible, et vous le voyez, les petits carrés bleus, et notamment chaud, est carrément très loin, ça va jusqu'à -4 sur votre petit schéma, et on voit aussi que le vécu est faible. Par contre, ce que l'on peut observer, c'est que les opportunités sont un peu plus, sont du côté positif. Voilà pour la classe 2, donc une classe urbain dense pour faire vite. Avançons encore pour la 6e classe, qui est la classe 6. Ce sont, sans grande surprise, les espaces alpins en zone touristique.
ainsi que les espaces du sud de la Drôme et de la vallée de l'Alderche. Les opportunités sont importantes, mais l'existence vécue est faible. Et on avait vu qu'en Ardèche, on avait effectivement des pôles de mal-être. Donc, le niveau de bien-être, par contre, est plus élevé. Il est de 6,2. Et donc, cette classe va se différencier de la classe 5 par sa faible existence vécue. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les espaces périurbains, les espaces urbains et les espaces ruraux ne présentent pas les mêmes profils en termes de bien-être et de dimension de bien-être. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on va conclure. Les espaces urbains se distinguent principalement parce qu'elles ont une liberté par leur liberté de choix. Et on verra, elle peut être restreinte dans les espaces urbains denses, ce qui explique aussi un niveau de bien-être global faible. Les espaces ruraux qui se situent dans la classe 4 ou dans la classe 6 se différencient, eux, par un niveau d'opportunité offert de leurs habitants, donc relativement intéressant, dont celui, évidemment, de la classe 6, on l'a vu, est plus élevé. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Et c'est peut-être là, voilà, encore après, c'est là, en fait, que je pense que c'est le plus intéressant, en fait. On a d'abord, avec cette analyse des inégalités socio-spatiales à l'aune du bien-être, on a pu mettre en évidence qu'il n'existait pas un type d'espace périurbain, mais bien plusieurs types d'espaces périurbains, donc confirmation. Et du coup, dans la suite du projet BRISE, on a évacué le périurbain. Hein, on pourra y revenir. Donc, du coup, là, dans la discussion, je ne vais pas trop insister dessus. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'existence de différentes catégories d'espaces de bien-être, dont certaines sont caractéristiques des espaces ruraux. Et on a noté des disparités marquées à l'intérieur même de l'espace urbain et de l'espace rural. Donc, il y a différents types d'espaces ruraux et différents types d'espaces urbains. La géographie du Rhône-Alpine du bien-être est donc marquée par des différences entre espaces urbains et espaces ruraux. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans cette analyse, c'est que elle nous permet finalement de voir où le bas blesse dans une des dimensions. Quelle est la dimension qui fait que les inégalités vont être très fortes et qui va expliquer, par exemple, dans le rural, qu'on a un niveau de bien-être relativement faible. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'espace rural, ce qui explique en partie des niveaux de bien-être faibles là, ou bas, si on veut, ce sont les faiblesses des opportunités qui sont offertes à la population. Donc, la dimension opportunité et la faiblesse de leur existence vécue. Donc, en effet, donc là, si on se pose la question en termes de politique publique, ben d'abord, on voit que comme on a dans la dimension, rappelez-vous, opportunité, finalement, la qualité du réseau Internet et de la 4G, ben finalement, ils sont restreints les individus vont être restreints dans leur possible, hein. Ça, c'est le premier point. Et puis également, ils vont avoir aussi un problème d'accessibilité aux services de la vie courante ou est bien nécessaire pour leur vie quotidienne. Et donc, notamment parce qu'il y a peu d'établissements, mais aussi qu'il y a un problème d'accessibilité à ces établissements et à ces services. Donc, en d'autres termes, du côté des opportunités, ben voilà, si vous n'avez pas une accessibilité à la mobilité, pour faire simple, importante, et puis de l'autre côté que vous avez un accès au réseau Internet et 4G faible, ben vous avez la double peine. Donc, vous êtes isolé géographiquement, voilà, ça c'est un point, et puis vous vous retrouvez isolé virtuellement. Donc, c'est ce que j'ai nommé finalement la double peine. Et puis, du coup, ce que met en exergue cette analyse, c'est qu'il y a un souci d'accessibilité au service de la vie courante et que où le bas blesse, ce sont simplement en d'autres termes, des revendications qui sont faites par les habitants du monde rural. Ils demandent plus de services de la vie quotidienne, notamment services de santé. Ils demandent d'avoir un accès plus favorable à Internet, donc un équipement et des infrastructures plus adaptées pour éviter justement cette fracture numérique. Donc, quelque part, si on s'était intéressé ou si on s'intéressait un peu plus souvent à ces dimensions du bien-être et à la manière dont elles se combinent pour pouvoir étalonner des inégalités socio-spatiales, ben finalement, on a les clés quelque part des actions en termes de politique économique économique publique qui pourraient être menées. Voilà, donc vous imaginez que par la suite, dans BRISE, ben, on a essayé d'aller un peu plus loin que cela.
En tous les cas, ce travail-là nous a permis de sélectionner des terrains dans l'urbain dense et des terrains dans le rural isolé. On a voulu prendre les deux extrêmes par la suite du programme. On peut aller à la diapo suivante. Je tiens à remercier évidemment PSDR Rhône-Alpes, mais aussi nous, le propre des programmes PSDR 4 Rhône-Alpin, c'est qu'ils sont adossés à l'UFEDER. Donc, on a eu des financements de la région dans le cadre du partenariat européen d'innovation agri. Évidemment, là, j'avais mis pause 4. On peut avancer encore une fois, je pense. Voilà, la diapo d'après. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le guide Brice qui est sorti récemment en mai, Évaluer le bien-être sur un territoire, où ça permet finalement de comprendre quels sont les facteurs d'attractivité territoriaux, ceux qui posent problème dans certains espaces pour pouvoir finalement mener des actions un peu plus opérationnelles ou qui permettraient d'améliorer le bien-être et l'attractivité de ces territoires. Il faut savoir aussi que c'est un guide qui est vraiment dans lequel on vous guide pas à pas pour faire l'analyse du bien-être objectif et de voir quelles sont les dimensions où vous êtes mal positionné, où un territoire va être mal positionné. Après, il y a une méthode pour interroger les individus personnellement sur les éléments que eux ils considèrent comme importants, parce que nous là, l'analyse du bien-être objectif, c'est de la théorie, c'est ce que nous a appris la théorie dans différentes disciplines. Et puis après, dans la troisième partie du guide, vous avez des exemples pour essayer de comprendre comment se construise collectivement le bien-être à l'échelle d'un territoire avec des méthodes, et on vous mène, vous êtes pas à pas guidé pour pouvoir faire ce diagnostic. Voilà, je crois que c'est tout. La diapo d'après, c'est sans importance. Voilà, c'est sans importance, c'est le projet BRISE, l'encastrement du projet BRISE. Mais je crois que j'ai mon temps écoulé. Merci beaucoup, Lise, pour cette présentation très synthétique. On voit toute la richesse des opérations de recherche qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet. Alors, une question peut-être un petit peu naïve de ma part pour commencer, puis on a quelques questions qui sont arrivées sur le chat, donc on va poursuivre par la suite. Est-ce que la question tout simplement, je dirais, de la diversité des activités économiques est quelque chose qui rejaillit de manière importante au travers de ces résultats. Donc, je pense à la monospécialisation de certains territoires, soit sur des activités de tourisme ou au contraire des activités agricoles. Et dans l'autre sens, aussi une spécialisation industrielle. On sait qu'il y a aussi des communes en Rhône-Alpes qui sont soumises à des risques industriels importants. Voilà, juste un petit commentaire de ta part sur diversité économique et spécialisation. Alors du coup, là, ça va être compliqué de répondre à cette question parce que l'objet de BRISE, c'était justement de ne pas partir des activités économiques, mais de partir des habitants. Donc, de s'intéresser aux habitants et notamment au type de personnes qui sont sur tes territoires, mais en particulier leur perception de leur bien-être, leur bien-être de manière purement théorique et la manière dont ils construisent ou donc on pourrait construire collectivement leur bien-être. Donc, du coup, ça veut dire que pour une fois, évidemment, je comprends ta question en tant que, entre guillemets, m'intéressant aux questions économiques. Là, le projet BRISE, il n'a pas voulu s'intéresser aux spécialisations territoriales en termes d'activité. Donc, on a plus essayé de voir ce qu'il revêt du rural isolé, de l'urbain dense, et on ne s'est pas intéressé aux fonctions d'entreprise finalement de ces territoires. Et je pense que justement, une des étapes qui serait intéressante, et on en avait discuté avec la RADEL, ça serait de croiser à l'analyse du bien-être, par exemple là, du bien-être objectif, une étude sur la spécialisation de l'ensemble des communes rhône-alpines. Et de voir aussi, de manière à voir s'il y aurait un effet fonction d'entreprise, parce que l'activité en tant que telle, pour moi, elle n'a pas de sens en fait. C'est pas les secteurs d'activité qui déterminent, qui jouent un rôle dans le développement économique. C'est plutôt les fonctions d'une activité économique. Pour faire simple, en fait, on peut être spécialisé dans l'industrie, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est de l'industrie et je suis dans la fonction de R&D ou est-ce que je suis dans la fonction d'exécution et de production? Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc là, c'est pas du tout la même chose, parce que la fonction d'exécution d'industrie, on sait très bien qu'il y en a très peu en France, mais par contre que la partie R&D innovation, c'est celle qui va créer un peu plus de richesse. Donc du coup, ça serait un travail qui serait plus sur les fonctions d'entreprise, la spécialisation en termes de fonctions sur ces territoires-là. Et là, je pense que ça nous ferait avancer parce que ça permettrait de voir s'il y a un lien entre les deux et de voir aussi si, par rapport à ce que disent les habitants, le retour qu'on a sur leur territoire, de leur perception de leur territoire, est-ce qu'il y a des types d'activités ou des types de fonctions qui pourraient être favorisés. Là, dans la suite du projet BRIS, pour répondre un peu à ta question d'une manière un peu détournée, on a constaté que sur les territoires de la Drôme, il y avait un effet tourisme qui n'était pas très positif sur le bien-être des individus. Donc ça, c'est vraiment ressorti dans la Drôme. Ça fait augmenter le prix du foncier, donc ça on le sait, ou ça met ou alors ça isole un peu plus les individus parce qu'une partie de l'année il y a des résidences secondaires qui sont pas occupées et ça empêche par exemple les jeunes de pouvoir se loger. Donc ça a quand même des effets collatéraux assez importants pour eux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et du coup, voilà, la fonction touristique pourrait poser problème ou alors elle n'est pas pensée de manière à conserver un certain niveau de bien-être des individus. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est une question. Enfin, c'est quelque chose qui transparaît. Et la question agricole aussi, de production aussi a été relevée. Alors là, c'était plus en Ardèche où finalement, ça peut être compliqué de mener une activité agricole et de pouvoir pouvoir vivre d'une manière pas décente mais positive avec le collectif en fait. Donc ça, il y a aussi, disons ils s'aperçoivent qu'il y a certaines activités qui vont plus être très attractives en fait, et qui considèrent qu'il faudrait maintenir, mais qui perdent d'attractivité parce qu'il y a des effets en fait cumulatifs qui se produisent sur le territoire. Voilà ce que je peux dire en termes d'activité. Mais effectivement, ça serait un travail à faire tout à fait passionnant. Je ne sais pas si ça ferait le lien bien-être, activité économique sur le territoire. Vaste chantier, j'imagine. On a une question sur le chat qui est arrivée de Marilyn Philippi. Marilyn, peut-être je te laisse la poser directement en mettant ton micro. Oui. Bon, ben, merci beaucoup pour l'organisation de cette session. Puis merci Lise, parce que vraiment le travail est super intéressant et en tout cas, tu as su nous le présenter. Il y a beaucoup de questions. Donc en fait, moi je vais juste revenir en fait sur la constitution de l'indicateur et notamment sur l'indicateur chaud. En fait, sur la liberté, tu as mentionné donc finalement le choix. Et est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît? Comme ça sera peut-être plus. Voilà, hop, voilà. Le choix, finalement, dans la liberté de choix, c'est vraiment orienté sur, par exemple, le droit de vote. Mais est-ce que, par exemple, la localisation, le choix de localisation est intégré dans l'indicateur, de résider là ou ailleurs? Et quels sont les autres? Pourquoi avoir choisi ces éléments-là et pas d'autres? Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais oui, tout à fait, Marine. Et puis, en fait, peut-être que la plus grande, la question la plus épineuse sur les dimensions du bien-être par rapport à Optiovec, c'est justement la liberté de choix. La liberté de choix, c'est comment je peux l'étalonner. Est-ce que moi, je peux agir? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses? En gros, c'est ça. Et donc, du coup, on est obligé. Et en plus, on doit la faire à l'échelle d'un individu moyen sur une commune. Donc, il faut qu'on ait un indicateur géolocalisé. Donc évidemment, ce qu'on choisit, c'est des éléments qui vont être considérés comme indispensables pour que quelqu'un vive bien. Donc indispensable pour que quelqu'un vive bien, ça veut dire que il faudrait pas que je sois discriminé. Quelqu'un qui est discriminé, quelqu'un qui est pas discriminé, logiquement, ça agit évidemment sur son vécu. On s'en doute, il y a un effet d'entraînement sur la dimension vécue. Mais ça fait que logiquement, quand on est discriminé, finalement, ne serait-ce que même mentalement et psychologiquement, on se sent moins bien. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Mais comme vous avez vu, on a retiré un peu toutes les perceptions et c'est pas l'objet de ce travail-là. C'est
le VR2 qui s'occupe de ça, de la perception, c'est que là, si je suis discriminée, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, en fait. Et donc là, typiquement, on sait que la discrimination, elle peut être jouée, et je pense que c'est là que tu veux en venir, sur l'effet adresse. Hein. L'effet adresse, notamment ces travaux de Petit à la fédération TEP qui a travaillé là-dessus, en changeant des CV, on a des CV équivalents, on change juste l'adresse, on s'aperçoit que les entretiens d'embauche, on en a moins si on est dans un quartier, par exemple, dit politique de la ville. Et donc, tu as tout à fait raison, on a pris en compte cet élément de, entre guillemets, c'est pas un choix de localisation, mais de la localisation, en le mettant justement à travers, est-ce que la zone, je suis dans une zone politique de la ville, et donc si je suis dans une zone politique de la ville, il y a un effet adresse négatif sur moi. C'est pas simplement cet élément-là, mais voilà, pour répondre à ta question. Donc, indirectement, on n'étalonne pas le choix de localisation, mais on prend en compte l'effet de la localisation à travers cet élément de discrimination. Et deuxième, dans la liberté. Donc ça, parce qu'on l'a à l'échelle territoriale, on l'a de façon facile. Enfin. Et puis le deuxième élément, c'est est-ce que j'ai le droit de vote ou pas? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est bien, ce qui me gêne souvent, c'est quand, par exemple, on parle de participation citoyenne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là à des habitants qui n'ont pas le droit de vote, quoi, qui sont simplement des habitants. Donc, du coup, voilà, là, on prend le droit de vote et dans l'indice tel qu'on l'a Optiovec, on l'a modifié parce que on a quand même un problème en France. On a le droit de travailler à partir de 16 ans et on a le droit de vote qu'à partir de 18. Moi, ça me paraît un peu une aberration. Donc voilà, on a recomposé l'indice de manière à pouvoir avoir que ça ait un sens aussi de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est un peu assez étrange. Mais voilà, du coup, pour répondre clairement, si je prends, j'ai toujours l'habitude de prendre cet exemple. Imaginons que je sois une femme, j'ai le permis de conduire, je vais habiter en Arabie Saoudite et j'ai envie d'aller faire les commissions. Je voudrais prendre ma voiture, sauf que je n'ai pas le droit de vote. Ma liberté de choix, elle est restreinte. Donc, normalement, mon niveau de bien-être, il diminue. Dernièrement, il y a le film sur Arte qui est passé sur la petite fille qui voulait faire de la bicyclette. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film fabuleux. Et en fait, elle n'a pas le droit, les filles n'ont pas le droit de faire de bicyclette. Et donc, on réduit aussi son niveau de bien-être quelque part, sa liberté de choix, tu vois. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est… Et en plus, il faut que c'est toutes choses égales. D'ailleurs, pour être bien, il faudrait que tous ces éléments-là, ils soient le plus haut possible, en fait. Et donc, si je les ai pas, forcément, mon niveau de bien-être, il va diminuer. Voilà. Mais si je peux me permettre de rajouter une petite question, en fait, Lise, comment vous prenez en compte, et si oui, hein, peut-être vous ne le prenez pas en compte, mais très rapidement, mais les déplacements, c'est-à-dire les gens qui finalement vivent dans un endroit et vont travailler ailleurs, soit parce qu'ils vont faire la navette au quotidien, soit parce qu'ils vont faire des déplacements plus importants en raison que tu mettais les axes de transport. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des modifications pour s'établir dans une commune peut-être rurale pour la vie et travailler ailleurs. Voilà. Oui. Non, tu as tout à fait raison, mais en fait, on ne peut pas l'étalonner. Nous, c'est un individu. Alors ça, c'est le problème, hein, c'est un individu moyen sur un territoire. Donc, du coup, voilà. Par contre, ce qu'on va prendre en compte, c'est dans les opportunités, la diversité habitante et travaillant. Donc là, dans cet indice-là, on voit si, on ne peut pas savoir si les personnes s'en vont ou pas, mais on peut, s'il y a une diversité relativement importante, ça avoir plus d'opportunités pour les individus. Et puis derrière, ça veut dire qu'il y a des mobilités. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais pour répondre à la question, non. Mais à travers ça, avec cet élément de diversité, on saisit quelque chose. Mais on ne s'intéresse pas à un individu, on s'intéresse à un individu moyen. Donc là, on est encore un peu… C'est une approche économique, hein, là, hein, on est d'accord. Le début de l'approche est purement économique. Après, on arrive à des éléments plus géographiques. Mais on est quand même basé sur la théorie de Sen. Donc, forcément, on essaye de spatialiser aussi. Ce que disait Sen en disant finalement nulle part on voit que le contexte est important et en tant que géographe on s'aperçoit que l'espace a un effet sur nous comme nous avons un effet sur l'espace, on le construit, on l'habite et donc c'est important de le prendre en compte. Ce qui n'était pas pris en compte
à ma connaissance dans l'analyse sénienne. Et justement, là, dernièrement, il y a un bouquin de Lévy, il vient de sortir, où il rajoute à la justice sociale et spatiale, à la justice sociale, un élément spatial. Donc, évidemment, je ne peux qu'adhérer, puisque en 2010, c'est ce qu'on avait fait. Donc, Lise, on va juste passer à d'autres questions du chat. Il y avait une question de Jacques Méry, notamment. Alors, Jacques, je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Il y a le micro. Oui, oui, vas-y. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Oui, bah, j'avais mis juste deux questions. Je voulais savoir finalement l'hypothèse un peu que l'argent fait plus ou moins le bonheur. Finalement, la part du revenu dans l'indice global, elle est très faible ou elle a un impact? Alors, sur le vécu, je ne suis pas descendue à ce niveau, je suis restée sur la dimension vécue. Et du coup, dans la dimension vécue, on peut aller regarder comment on joue le revenu. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre à la question. Je l'ai regardé, mais là, je m'en souviens pas. Pourtant, j'ai fini d'écrire l'article il y a 3 mois, mais je me souviens plus. Je suis pas descendue en fait dans cette présentation. Je suis pas descendue au jeu dans les dimensions. Mais pour dire simple, ce qui est clair, c'est que dans chacune des dimensions, à l'intérieur de chaque dimension, chaque variable a le même poids. Donc nous, on lui fait jouer le revenu moyen, le revenu fiscal moyen, il joue autant que le nombre moyen de pièces de personnes par pièce dans un logement. Donc, ça, c'est un choix arbitraire, hein. On est d'accord. Alors du coup, là, c'est parce qu'on sait à l'intérieur des dimensions, on ne peut pas décider, nous, en tant que chercheurs, quel est l'élément qui compte le plus dans une dimension. Et donc, de manière simple, ben, il apparaît que c'est mieux, pour pas biaiser les résultats, de les mettre équivalents, en fait. Et c'est ce qu'on a fait pour HOP dans tous les indicateurs. Il y en a 4 qui ont la même valeur. Voilà. Après, entre les dimensions, si vous regardez la slide de construction, c'est différent. Les dimensions, finalement, on ne décide pas arbitrairement. Elles n'ont pas toutes le même poids. Et donc, ça reprend à l'équation qu'on a montrée tout à l'heure, et on se base en fait sur un certain nombre de travaux qui ont été faits à l'OCDE et qui nous montrent que finalement on peut retirer un certain nombre de biais pour calculer un indice de ce type-là. Mais à l'intérieur des dimensions, qui peut dire que par exemple le niveau d'éducation moyen aura plus d'importance pour mon bien-être que la diversité sociale, ou encore que, on l'a vu, la moyenne de la couverture locale. Donc pour nous, tous ces éléments-là comptent de la même manière, et donc dans la dimension vécu et réalisation de la même manière. Voilà. Donc juste pour dire que c'est quand même un choix arbitraire de dire que ça compte de la même manière, c'est un choix tout aussi arbitraire que de dire que ça compte pas de la même manière. Enfin, c'est juste pour dire que c'est un choix, quoi. Là, moi, je suis pas du tout d'accord. Là, je pas du tout, parce que justement, ce qui est important, c'est le jeu des dimensions. Et sur le jeu de dimensions, ce n'est pas nous qui décidons. Et ça, c'est extrêmement important, que ça soit pas le chercheur qui décide de la pondération qu'il va mettre. Là, c'était tout l'objet du VR2 de Brise avec le jeu de cartes, qui doit décider de la pondération d'une dimension. Oui. Et ben, on peut voir que selon les individus, la pondération qui est attribuée à tel type d'élément de bien-être et à tel autre, elle est complètement différenciée. Donc là, le choix optimal, c'était de mettre que dans une dimension, ils ont la même importance. Je vois pas pourquoi le niveau d'éducation serait, voilà, sinon on rentre dans quelque chose qui serait vraiment fortement biaisé. Et dans ce cas-là, en termes de politique publique, je pourrais faire jouer, je pourrais vraiment avoir un jeu sur les inégalités. Enfin voilà, faire apparaître des inégalités d'une manière complètement arbitraire. Mais par contre, entre les dimensions, là, on s'est rattaché aux travaux. Il faudrait passer la slide avant, en fait. On va peut-être passer à une dernière question, Lise, parce qu'on est un peu pressé par le temps, malheureusement. Encore celle d'avant, la construction. Ah, bah ça après, c'est celle d'après, où c'est la dernière slide sur la construction. J'ai pas la main, donc je peux pas. Mais là, je vous invite vraiment à aller regarder les écrits sur cette question. Encore deux. Ah non, mais là, c'est important parce que ça remet en question complètement le travail. Hein. Donc, je peux pas laisser, enfin, voilà, je peux pas laisser les choses comme ça. C'est encore après. Et au-dessus, oui.
Ben, sinon, ce que je vous invite à aller voir, c'est où il y a la formule mathématique de Hopf-Schaubeck. Voilà, encore après. Voilà, c'est celle-là. Et vous voyez qu'on agrège les dimensions et que là, l'agrégation des dimensions, elle se fait selon le poids accordé à la dimension Beck. On a un paramètre d'aversion à la pauvreté. On a choisi celui qui était communément admis dans les travaux de l'ONU, hein, et un paramètre de complémentarité entre les dimensions. Et donc, du coup, c'est pas moi qui décide du poids de chacune des dimensions. D'accord? Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Par contre, à l'intérieur des dimensions, voilà, effectivement, on peut faire autre chose, mais pour être le plus neutre possible, ça paraissait plus pertinent de faire de cette manière-là. Donc ça, c'est des résultats de travaux qui ont été menés au début des années 2010. Donc, vous pouvez aller regarder un travail qui est sorti dans Urban Studies sur cet indice sur la région Île-de-France. Où là, vous aurez toute l'explication mathématique, le pourquoi, du comment, des choix en fait qui ont été opérés. Voilà. Mais c'est évidemment une question éminemment importante. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci. Merci. Alors, on va clore par une question un petit peu d'ordre général. Finalement, c'est cet indice Hopf-Schaubeck qui évacue d'ailleurs, j'ai noté, hein, la dimension un peu cadre de vie dans le sens espace de nature, alors qu'elle est dans le logo à la fin de la présentation, cette partie nature. Je me posais la question de l'utilité de construire ce genre d'indice aussi dans le cadre d'une évaluation de politique publique. Ce qui serait par exemple intéressant, c'est de refaire régulièrement l'indice et de voir l'effet de certaines politiques publiques. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, et notamment l'effet sur les zones entre le rural et l'urbain, hein, la partie périurbaine, qui a été un peu évacuée ici. Oui, tout à fait, Mathieu. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu. Et en fait, au départ de cette création de l'indice, c'était aussi la volonté d'appréhender finalement le développement ou la manière dont vivent les gens dans un pays ça n'arrête pas au PIB. Et donc, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était de dire finalement, ce qui est important, c'est pas le taux de croissance du PIB, mais c'est plutôt le taux de croissance ou l'état d'un indice de bien-être ou du niveau de bien-être des individus. Et donc, on voulait aller au-delà de l'IDH, qui a été quand même aussi construit sur les travaux de Seine. Et du coup, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir saisir des éléments qui pourraient être mobilisés ou donner à regarder autrement les politiques publiques. Donc, complètement. Donc voilà, ça c'est pour répondre, c'est pour remplacer le PIB. On a fait un travail avec Sébastien Bourdin, on a essayé d'appliquer Hopf-Schaubeck sur les départements français. Et il y a des choses très intéressantes qui intéresseraient notre dernier intervenant sur les revenus, justement. Ça, on n'a pas publié le papier, mais je pourrais vous l'envoyer si vous êtes intéressé. C'est assez intéressant de voir la différence. Donc, pour répondre à ta question, complètement, puisque c'était l'objet, c'était essayer. On était au début, maintenant c'est accepté par tous que le PIB n'a plus de sens et qu'il faut aller vers d'autres indicateurs. Cet indice-là, il défendait cette posture-là complètement en fait. Hein. Donc complètement d'accord avec toi. Et évidemment, le faire à plusieurs, on pourrait le faire maintenant avec les données 2018, je pense qu'on devrait réussir. Ça serait bien. Par contre, c'est extrêmement chronophage. Hein. Et ça demande pas mal de temps de travail. Ça, c'est le problème de l'indice Hopf-Schaubeck, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse après d'analyse, quoi. Non, ce qui serait intéressant, notamment, c'est par rapport aux politiques actuelles sur les réseaux, la connexion, la fracture numérique, de voir l'effet en fait réel. Complètement. Sur les territoires ruraux, notamment. Oui, mais c'est tout à fait possible. Voilà, ça serait extrêmement intéressant. Ce qu'on voit évidemment, là, ça va répondre un peu à la question précédente aussi, mais pas pour le revenu. Mais ce que nous, on avait vu, c'est par exemple la liberté de choix, elle fait chuter le niveau de bien-être dans les zones urbaines denses. Clairement, c'est ce critère-là. Ça, c'était ce qui m'avait intéressé le plus. Et donc, il y en a qui nous disent, ouais, mais il faudrait l'enlever. Je dis, bah oui, enfin, l'enlever ou alors, autre discussion, lui mettre un point moins important. Bah non, non.
puisque c'est un élément important pour la constitution du bien-être d'un individu. L'exemple de la bicyclette ou de la voiture, personne ne pourra dire le contraire. La discrimination joue sur votre niveau de bien-être. Aujourd'hui, le débat public est assez, on l'a vu, assez centré là-dessus ces derniers mois. Voilà. Donc, merci beaucoup. Du coup, ce qu'on propose aussi, c'est peut-être de rester un peu en contact avec l'intervenante pour ceux qui veulent poser des questions via un mail, par exemple. Si tu es d'accord, Lise. Oui, tout à fait, oui. Alors, surtout pas le mail de l'université parce que ma boîte mail universitaire est bloquée depuis novembre. Donc, lblepage@gmail.com. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces questions et ces réponses, du coup. Et on va clore le séminaire. Il y aura d'autres webinaires prochainement, donc on vous invite à venir aussi à la rencontre des intervenants et à poser vos questions, à échanger sur cette thématique du lien rural-urbain qui traverse en fait le programme PSDR 4 et un certain nombre de projets de recherche. Merci beaucoup. Merci à toi, Lise. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté. Ce n'est pas forcément évident comme ça, mais bon. Bye. Au revoir.